Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, merci encore d'être là aujourd'hui pour cet épisode de Money Tree. Je suis très content de vous recevoir de l'autre côté du coup du micro et de l'audio, puisque vous qui nous écoutez, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais en tout cas, je suis toujours très content que vous soyez là. Et aujourd'hui, moi aussi, je suis très content de recevoir Flavien Douetto. Salut Flavien. Salut. Tu vas bien ? Très bien, très bien. Et Ouais. toi ? Ça va, écoute, ça va. Un peu froid, hein, de l'air glacial en ce moment. Hein. On frôle les températures. Enfin non, on frôle pas. D'ailleurs, on est sur des températures négatives même dans le sud, en tout cas le Ce matin. qui est rare. Ouais, ce qui est rare. Je sais pas où tu es, toi, du coup. Moi, je suis à Paris. Je suis à Paris. Donc, moi, c'est normal d'avoir froid et que ce soit Ouais. gris. Bah ouais, voilà. Donc, alors nous, c'est vrai que c'est très couvert et tout. Bon, c'est pas très sexy, mais en tout cas, c'est pas aujourd'hui qu'on fera la carte postale, quoi. Bon, chouette, je suis très content de te recevoir. Alors, pour la petite histoire, du coup, on a échangé sur LinkedIn. Moi, je connaissais pas du tout l'outil que tu as développé aujourd'hui, enfin, que tu as fondé, mais tu nous expliqueras évidemment tout ça. Et il m'a paru vraiment très intéressant de le découvrir aujourd'hui avec toi, en même temps que les auditeurs qui nous écoutent, parce que c'est aussi ça, je dirais le plaisir que j'ai avec Money Tree, c'est de découvrir les choses en même temps que les gens qui nous écoutent. Alors, et j'ai tendance souvent à dire que je prépare pas forcément les épisodes, et c'est vrai, d'ailleurs, quand on s'est au téléphone, je voulais pas trop que tu m'en parles, parce que voilà, je préfère poser les bonnes questions aujourd'hui. Donc, est-ce que tu peux déjà, avant qu'on rentre dans la présentation de Hublot et de ce que ça peut apporter aujourd'hui aux investisseurs et propriétaires bailleurs, est-ce que tu peux te présenter toi en tant que personne, Flavien ? Oui, bien sûr. Moi, c'est Flavien. Donc, je suis le cofondateur du Blo. Peut-être rapidement sur mon parcours. À l'origine, j'ai bossé dans la banque. Donc, j'ai longtemps travaillé dans le secteur bancaire, chez BNP Paribas notamment, en sachant que j'ai eu le plaisir de commencer dans ce secteur-là au moment de la crise, donc la crise de Lehman à l'époque. Donc, notamment, une de mes premières activités dans le secteur bancaire, c'était de racheter des actifs pourris, des choses, donc les fameuses subprimes, que j'ai racheté pour donc le compte de la banque. Donc j'ai fait ensuite un peu un parcours bancaire traditionnel, jusqu'à ce que j'en ai un peu marre. Et à ce moment-là, j'ai bifurqué et j'ai participé aux 2 dernières créations de banques, donc de notions d'établissement de crédit en France. Une à Lyon qui s'appelle l'Agence France Locale, qui finance les collectivités locales, et une autre qui s'appelle Memobank, qui est sur le segment PME. Et ça faisait depuis que je suis petit, je suis passionné d'immobilier. Et très rapidement, je me suis aperçu que ce que j'avais vécu dans la banque existait dans l'immobilier, c'est-à-dire qu'en fait, un secteur traditionnel qui a besoin d'être dépoussiéré et qui a des problèmes informatiques. Et donc, c'est un peu sur ce constat de base que j'ai décidé de lancer en 2020 Hublot sur le segment immobilier. Et je suis pas parti seul, je suis parti avec une cofondatrice qui s'appelle Agathe Machabrol. Qui, j'imagine, est complémentaire en termes de profil. Exact. Ouais, souvent, on se pose toujours la question de, enfin, qu'est-ce qui fait qu'on se lance, comment on choisit. En tout cas de mon côté, hein, et je pense que je partage certaines autres parcours, c'est souvent une rencontre plutôt que de se dire d'un coup j'ai une illumination. Mais c'est en fait, on se dit j'ai envie de faire un truc, je vais m'associer parce que je pense que j'ai pas toutes les ressources. Et oui, elle a amené ce que je n'ai pas, c'est-à-dire une compétence design et tech. Puisqu'en fait, souvent on sous-estime, mais aujourd'hui, quand on est dans du logiciel, même des logiciels métiers, donc un peu pour son activité professionnelle, en fait, il faut avoir une approche très design pour en fait que le logiciel soit fluide et beau. Pendant très longtemps, on disait c'est pas très grave. En fait, si. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis très content quand j'utilise Netflix que ça soit hyper simple et qu'en 3 clics, même si je passe 2 heures à choisir, je peux lancer un film. En fait, faut imposer ces mêmes critères. Et en fait, c'est un métier. Le fait d'avoir le bon dégradé de couleurs, le bon parcours, que ce soit logique, c'est un métier. Ça s'appelle le design d'interface. Ok, très bien. UX, UI design pour les, Exactement. pour les connaisseurs. Très bien. Écoute, très clair pour ton parcours en tout cas. Alors,
qu'est-ce qui t'a amené même si tu l'as dit un peu de manière macro, mais qu'est-ce qui t'a amené précisément à vouloir fonder Hublot? De quel constat t'es parti justement pour ça, en dehors du fait qu'effectivement ça manquait un peu de couches informatiques dans tout ça? En fait, mon premier constat, c'est que j'ai eu la chance d'être investisseur immobilier, j'ai eu la chance de découvrir, d'être copropriétaire, j'ai eu la chance d'être aussi locataire. Et en fait, à chaque fois, ce qui m'a frappé dans mon parcours immobilier, c'est qu'il n'y avait pas d'expérience utilisateur. Parfois, ça n'avait pas de sens. C'est-à-dire qu'on me demandait un papier que j'avais déjà rempli, on me tenait pas au courant, il n'y avait pas de notion vraiment de service client. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être entre guillemets maltraité, alors même que c'était une relation très humaine et que c'était quelque chose qui était courant pour les éléments, mais dans cette industrie. Donc j'étais assez, enfin, premier sentiment, c'est de dire, j'ai l'impression d'avoir un service bancaire un peu comme dans la banque, où j'ai plus envie d'aller en agence parce que ça n'a aucun sens. Et le second élément, c'est ensuite j'ai eu la chance de travailler, et en particulier aussi ma cofondatrice, avec des acteurs plus institutionnels, notamment chez les bailleurs sociaux. Et là, on s'est aperçu d'une chose, je ne sais pas si c'est assez triste, mais qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux en outils informatiques, ils subissent un duopole d'éditeurs logiciels qui verrouillent leur système. Et donc, on se retrouve dans une situation sur quelques institutionnels où, au final, ils ne peuvent plus quasiment rien faire en termes d'évolution. Et ils se retrouvent assez bloqués. Et moi, je trouvais ça un peu dommage parce que j'aime vraiment fondamentalement l'immobilier. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et je sais qu'une partie de cette évolution-là fera par l'adoption enfin d'outils modernes. Et c'est pour ça que d'ailleurs, au départ, on s'est focalisé sur plutôt les grands acteurs B2B, donc c'est-à-dire notamment les bailleurs sociaux. Ok. Du coup, en 2020, donc c'est pendant le confinement que te vient à peu près cette idée ou comment c'est... Oui, oui, en fait, on savait qu'on voulait faire de l'immobilier, on savait qu'on voulait prendre un axe plutôt logiciel, et les réflexions, c'était de savoir est-ce qu'on souhaite faire un logiciel au début pour peut-être des individus, et donc de se dire est-ce qu'on se positionne en disant on permet de calculer sa rentabilité locative et après on fait un outil de gestion, ou on va d'abord commencer par les grands acteurs. On a choisi d'abord les grands acteurs. Une fois qu'on a fait ça, on a lancé. On a préfinancé l'entreprise pendant longtemps, donc avec l'argent que j'avais gagné notamment auparavant, qui nous a permis de tout de suite recruter une équipe. Donc Ok. pas énorme, mais les premiers CDI, ce qui a permis en 6 mois de développer une première version du produit. Donc on arrive sur début 2021 et on a eu nos premiers clients qui nous a permis d'améliorer la plateforme, de faire une levée de fonds. Donc on a fait une première levée de fonds en mai 2021 auprès uniquement de Business Angel, ce qui nous a encore permis de renforcer l'équipe. Et en 2022, ça a abouti à une diversification de nos cibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va accompagner aussi bien des bailleurs sociaux, on va accompagner aussi des associations du mal logement, et on va accompagner des acteurs privés qui peuvent être des propriétaires gestionnaires, mais également des agences immobilières, donc qui vont gérer pour compte de tiers. Ok, très intéressant. Je pense qu'on peut justement rentrer dans le vif du sujet avec ces deux dernières cibles, qui sont alors surtout les investisseurs particuliers et privés, je pense, qui sont quand même pas mal de nos auditeurs, parce qu'on a un podcast qui est très orienté immobilier. Et potentiellement, moi, ça m'intéresse aussi d'en savoir plus sur les outils que vous proposez et comment vous différenciez des autres outils du marché sur la partie agence IMO notamment, pour des sujets de gestion locative. Voilà. Oui, alors en fait, le constat, il est assez simple. Si je commence peut-être pour vous, les auditeurs je veux dire classiques, c'est-à-dire investisseurs individuels, ce qui se passe souvent, c'est qu'au début, soit on le fait un peu à la main. Sur je commence à constituer mon patrimoine, donc les premiers, j'essaye de gérer, et on s'aperçoit qu'assez vite, il y a une problématique autour de la capacité à gérer à la main justement ces éléments. Au bout d'un moment, on n'a plus le temps, et il y a une logique aussi assez rapidement de diversification du patrimoine puisque à un moment, je vais décider de ne pas faire uniquement du loueur meublé, mais peut-être des locaux commerciaux, de faire peut-être de la coloc. Et on se rajoute une dimension contractuelle que je n'avais pas, gérer différents types de baux. Et assez souvent, arrive une logique de constitution en SCI, ou en tout cas d'organiser mon patrimoine. Et là, on s'aperçoit que il faut peut-être un outil, parce que sinon, qui facture quoi, comment je récupère mes informations, c'est un sujet. Et donc ça, on s'est très vite positionné où en fait, on va accompagner des acteurs qui commencent soit à diversifier leur activité, en tout cas qui s'aperçoivent que faire du Google Doc ou d'essayer d'utiliser des outils à droite à gauche, c'est problématique parce que si je veux bien faire mon travail, j'utilise 12 outils différents et j'ai pas le temps pour ça. Et on s'est aperçu que côté agence, là, en fait, ils avaient que des vieux outils.
des outils où, par exemple, le lien avec le locataire n'était pas prévu. Donc ça paraît Mhm. bête, mais en fait, le locataire, quand il remonte un truc, déjà, il veut que ce soit simple. Deux, il pète un câble quand il n'est pas au courant. Or, aujourd'hui, dans l'immobilier, on a l'impression que c'est normal que quand je remonte un incident, je ne sois pas tenu au courant du traitement. Et le premier cas de rappel, c'est juste dire, j'ai remonté, ça en est où? Et donc, déjà d'avoir cette démarche de dire, en fait, quand je parle de gestion locative et d'outils, l'utilisateur n'est pas que le gestionnaire. Il y a des gens autour. Il va y avoir le locataire, mais il peut y avoir le prestataire que j'utilise pour l'état des lieux ou le prestataire qui m'aide pour les réparations courantes. Et donc, c'est dans cette approche où on a d'essayer d'intégrer dans l'outil beaucoup de choses, signature électronique, état des lieux, mais avec une logique on sait gérer une certaine complexité, soit parce que j'ai plein d'ACI, soit parce qu'en fait, j'ai plein de types de baux différents. Et Ok. donc aujourd'hui, on a peut-être plus d'une vingtaine de clients sur cette thématique-là, qui ont entre 2 et 50 lots pour les plus riches. Par contre, qui ont vraiment des toutes typologies. J'ai des gens qui font que des locaux commerciaux, il y a des gens qui font que du Airbnb ou des gens qui font que de la coloc. Ok. Donc ce que je te propose, c'est qu'on prenne justement un exemple concret. Je te donne un exemple qui pourrait très bien m'arriver ou arriver aux auditeurs. Donc, je viens d'acheter un bien immobilier. Ok. Je viens d'acheter un bien immobilier. Je vais y mettre un locataire à l'intérieur. Donc, première chose, je recherche un locataire. Une fois que j'ai mis mon locataire à l'intérieur, qu'est-ce que je dois faire? Première chose, c'est lui faire signer un bail. Enfin, une fois que je l'ai trouvé, c'est lui faire signer un bail. Et après, deuxième étape, c'est état des lieux. Ok. Et éventuellement, la prise du dépôt de garantie, hein, qu'on appelle communément la caution à tort, mais ça s'appelle un dépôt de garantie. J'aime bien des fois recadrer la langue française. Désolé. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ce dépôt de garantie, je dois le prendre aussi. Donc, ça veut dire que je dois l'inscrire dans mon comptabilité, notamment si je suis une comptabilité au réel. Alors, première étape, le bail. Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui avec ton outil pour rédiger un bail digne de ce nom sans avoir besoin de copier-coller un truc que je trouve sur Google? C'est très simple. On va faire deux choses différentes. On va proposer soit des templates de base, qui sont en fait des templates qu'on a nous-mêmes formulés, soit encore mieux, on prend votre template. C'est-à-dire qu'en fait, si il y a eu un travail qui a été fait parce qu'il y a un ami juriste ou parce que vous avez un contrat, on va l'intégrer dans la plateforme. Donc en fait, Hublot, et j'aurais dû le préciser, c'est un outil qui est très paramétrable et que je qualifie souvent de marque blanche. C'est-à-dire que même pour les clients, on va dire plus individus, mais ça les aime beaucoup, en fait, on va récupérer la marque et le nom. Donc en fait, ça devient déjà votre outil pour vous, mais également pour votre locataire. Et donc, on va récupérer les informations. Et comment ça va se passer dans Hublot? Au moment où vous avez donc votre locataire et vous savez que ça va être lui, on va récupérer ces informations. Donc, il a un espace où il va remplir toutes ces informations. Donc, c'est le On va locataire qui est saisi. Lui, il est les, actif. les deux, oui, les deux sont possibles. C'est-à-dire Ok. dans Hublot, ce qui est intéressant, c'est qu'on gère aussi la candidature. On a un Ouais, donc, espace ok. où Donc, on peut partir d'avant. Alors, ok, effectivement, j'ai on un peut bien à pas. louer. Alors, Ok. si on veut commencer Hmm. même de la commercialisation, c'est-à-dire qu'en Ok. fait, avec Hublot, vous allez pouvoir diffuser votre annonce. Cette annonce, elle peut être diffusée sur les plateformes classiques, Se Loger, Boncoin. Alors, il vous faut parfois des abonnements premium en fonction de votre volumétrie. Ça peut être sur votre site vitrine. Ça, on a quelques clients particuliers qui peuvent le mettre là-dessus. On va donc récupérer les informations. Ces informations peuvent être complétées par le gestionnaire ou encore après par le locataire, enfin le candidat. Une fois qu'on a ces informations-là, on va pouvoir créer ce dossier de location. On va récupérer les infos du locataire, les infos de ce qui va être loué, donc le ou les lots, par exemple s'il y a un appart avec un parking. On va choisir la typologie de baux et on va prendre le modèle associé, donc qui est soit le template par défaut du Blo, soit le vôtre. Hop, c'est fait. Génération du document, donc génération avec visualisation. Et si c'est bon, envoi pour signature électronique. Donc Le, ça le, va tem- permettre... le template, Vas-y. Flavien, je te coupe, désolé. Le template du Blo, quand tu dis les templates que vous avez, vous, ils se basent sur quoi et ils sont révisés tous les combien, mis à jour à base de jurisprudence, par exemple, ou c'est quoi votre veille là-dessus? Ouais, notre première source a été service public, pour être honnête. Donc, on a pris la classique, qu'on a complété avec nos retours clients, c'est-à-dire qu'on les clauses habituelles, et on a une veille constante de raisons. C'est que nous, on a une équipe qui regarde ça, et on a des retours clients systématiques quand il y a des problématiques. Donc, on a quand même maintenant un bon retour d'expérience, puisque aujourd'hui, on a vraiment tous les typologies beaux civils. Enfin, vraiment, on a des clients qui ont aujourd'hui mis en place toutes les typologies. Donc, on met à jour et on a également deux choses à destination de nos clients. On a une newsletter
mensuel où on va diffuser des informations d'évolution de réglementation ou d'évolution de la plateforme pour les tenir au courant un peu de cet élément-là. Et deuxième point important, on a un site dédié pour nos clients qu'on appelle très pompeusement Hublot Université, qui est Mhm. en fait deux éléments. C'est que ça va permettre de toujours avoir une information sur comment utiliser le logiciel ou justement renseigner en disant faites attention pour vos baux, vous devriez faire ça. Donc on essaye d'être assez proactif là-dessus. Ok, bon, très bien. Merci pour la précision. Du coup, ok, j'ai mes candidats, ils saisissent, etc. Moi, du coup, j'imagine que ça agrège dans mon interface. Je vois tous les dossiers. Exactement, je vois tous les dossiers, à quel statut ils en sont. Donc là, par exemple, je lui ai envoyé en signature. On a évidemment, donc il va pouvoir signer. Automatiquement, on va pouvoir prévoir aussi l'état des lieux. Donc ça, c'est un point important. Hublot, c'est aussi une interface pour réaliser les états des lieux. Et cette interface, elle n'est pas un peu déconnectée. Elle va reprendre les informations du contrat de bail. Ça paraît anecdotique, mais ça veut dire que donc, dans mon interface, je vois le lot, qui doit signer chez l'agent ou le propriétaire et chez le locataire. Ça gère la procuration. Je vais pouvoir prendre en photo la pièce d'identité de la personne quand je la vois. Je vais pouvoir ensuite récupérer toutes les informations que j'avais rentrées de l'appartement. Et si je ne l'ai pas rentré, je peux le rentrer au moment de l'état des lieux. Mais ça va sauvegarder. Je vais pouvoir faire est-ce que c'est en bon état, pas bon état, prendre les photos. Je vais pouvoir gérer de l'inventaire. Donc on va pouvoir vraiment encore aller très loin dans la gestion. Et à la fin, signature sur la tablette des deux personnes. Et directement, génération du PDF et envoi par email. Donc c'est vraiment dans une logique d'avoir un truc très simple, alors qu'on a l'impression que l'état des lieux, il faut qu'il y ait un huissier ou j'en sais rien. Mais surtout, ce que j'espère, enfin ce que j'essaie d'amener, c'est cette notion vis-à-vis de la donnée. Étonnamment, dans l'état des lieux, on oublie que que c'est un moment aussi pour mettre à jour son patrimoine et que la meilleure manière de faire un état des lieux, c'est de faire un point de comparaison. Et donc d'utiliser aussi le fait de stocker la photo pour qu'en fait, si je prends une photo à l'état des lieux d'entrée, c'est le meilleur moyen de faire le point de comparaison dans l'état des lieux de sortie. Et ça, souvent, la difficulté, c'est que si c'est fait à part, si c'est fait par j'aime beaucoup les huissiers, mais avec une approche un peu plus ancienne, on se retrouve sur des trucs où c'est très procédurier, mais au final pour pas grand-chose, et surtout à la fin, ça va pas vraiment me renseigner dans mon outil de quotidien, est-ce que j'ai toujours le bon équipement, et est-ce que j'ai des travaux ou des choses à notifier. Puisqu'en fait, si je vois qu'il y a un truc qui va pas, la truc que je veux absolument, c'est que j'ai automatiquement, en tout cas que j'ai l'information pour lancer des travaux par la suite. Ouais, mais ce que tu dis, c'est très juste. J'en parlais pas plus tard qu'hier soir, figure-toi, un dîner avec un couple d'amis investisseurs que je salue d'ailleurs s'ils m'écoutent, Karine et Jérémy, sur le fait de prendre des photos dans les états des lieux, qui est très important. Ça permet aussi d'avoir une objectivité sur la chose en cas de litige avec votre locataire, parce qu'effectivement, le locataire, dire qu'il y a une trace, une tâche, tout ça, c'est hyper subjectif, quoi. Voilà. Mais une photo, il n'y a pas de sujet. Moi, j'ai eu le cas d'ailleurs, je me suis embrouillé avec un locataire qui a essayé de me foutre sur la gueule parce que je prenais tout en photo à l'état des lieux de sortie. Mais en fait, je lui ai fait comprendre que c'était aussi pour son bien à lui. Parce que si moi, j'écrivais dessus qu'il y avait tout à refaire, en fait, ouais, potentiellement, lui, il aurait pu dire non, il n'y a rien. Et quelle preuve il avait? La preuve, c'est la preuve objective. Et la seule preuve objective, c'est les photos. C'est pas état d'usage, quoi. Clairement, état Et d'usage, ça vaut pas grand-chose, quoi. exactement, et je trouve que c'est hyper intéressant puisque ça, on peut prendre en photo les compteurs, enfin, il y a pas mal de choses où en fait, et c'est une donnée sur Mm. laquelle aujourd'hui, en fait, c'est un peu mis de côté. Et je trouve qu'on est aujourd'hui, enfin, habituellement, l'état des lieux, il y a deux approches. Soit en fait, on dit je veux le déléguer et on est dans une approche huissier, mais c'est coûteux. Et honnêtement, c'est agréable pour personne. Enfin, déjà même pour l'huissier, mais même, je trouve que Ouais, ouais, l'expérience, ouais. elle est pas folle folle. Mm. Ou sinon, c'est fait un peu manuellement, entre guillemets. Et la difficulté du manuel, c'est que déjà, c'est pas délégable. Et pour moi, comme tu dis, c'est que ça va être typiquement un cas classique de confrontation. Et surtout, ce que je trouve, et c'est intéressant ce que tu décris, moi j'essaye d'amener dans l'immobilier, d'éviter tous les points de friction qui ne servent à rien. Et je trouve qu'en fait, si on objective cet état des lieux en disant, regardez, c'est un descriptif, je ne raconte pas, il y a des éléments, il y a des photos, je peux même prendre tes commentaires dans les éléments, ça va être noté, pour moi, on enlève le côté trop émotif. Bien sûr, Exactement bien sûr. comme quand il y a un impayé. Qu'est-ce qui est compliqué dans un impayé? C'est de l'émotionnel. C'est ça, enfin, c'est la charge mentale. C'est pas tellement le fait, c'est bon, souvent, il y a un impact financier peut-être,
Mais en réalité, ce qui détruit le plus et ce qui impacte le plus, c'est quand il y a de la tension. Même logique sur l'état des lieux. C'est pas les 100 ou 200 balles qui vont être facturées, qui vont être problématiques. C'est souvent plutôt la tension qui en résulte. Alors qu'honnêtement, si c'était transparent, je crois beaucoup qu'on pourrait éviter pas mal d'allers-retours. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, je te rejoins parfaitement sur le sujet. Je voudrais revenir sur un... Tu parlais de tablette. Est-ce qu'on peut aussi utiliser Hublot avec un téléphone? Oui, donc je vais utiliser quelques termes informatiques pour me la péter, mais en fait, quand on a conçu C'est Hublot, responsive. voilà, exactement. On a conçu ça, donc Hublot, c'est ce qu'on appelle un logiciel en web app. Qu'est-ce Ouais. que ça veut dire web app? C'est-à-dire qu'on l'utilise sans avoir besoin de télécharger l'application dans les différents stores, Apple ou Android. Et donc, on va pouvoir l'utiliser aussi bien sur son ordinateur que sur tablette ou sur téléphone. Et en particulier pour l'état des lieux, ça a été conçu là-dessus. C'est qu'en fait, je suis en mobilité, je vais pas avoir besoin de sortir mon ordi, autant pouvoir l'utiliser avec mon téléphone ou ma tablette. Question pas piège, mais réaliste. Est-ce qu'on peut faire les états des lieux en mode local sans être connecté à Internet? Alors, donc, c'est ce qu'on appelle la gestion du offline. Donc, la réponse est oui, en sachant qu'il faudra faire attention parce qu'il y a des éléments en partie. Donc, comme la difficulté, si je fais un état des lieux dans un parking, il n'y a pas de réseau. Donc, nous, on va stocker l'information temporairement en local. Par contre, il faudra bien que le truc se renvoie au moment où j'ai du réseau. Donc, la réponse est oui. Par contre, il faut bien faire attention que d'avoir conscience qu'on est en hors connexion et de bien appuyer sur un bouton pour reconnecter avec la base. Ok, mais bon, pas de souci pour ouvrir l'app, la web app en tout cas, et faire ça en local avant de. Ou alors il faut quand même l'avoir utilisé une fois, qu'il y ait un cache qui soit quand même Ouais, chargé. alors Enfin, c'est un peu c'est une bonne technique, remarque mais ouais. pour détailler. En fait, il faut avoir lancé, par exemple, donc prenons l'état des lieux parce que c'est le plus simple. Il faut avoir lancé l'état des lieux. Par contre, une fois que j'ai, on va dire, déjà connecté, tout ce que je vais renseigner vont pouvoir être stocké en local. Et une fois que j'ai de nouveau du réseau, ça va renvoyer pour sauvegarder concrètement l'information qui ne sera pas uniquement sauvegardée en local sur l'appareil, mais bien sur des serveurs Ok. à distance. Donc d'abord charger parce que bon, effectivement, si c'est une web app, il faut d'abord une connexion pour charger la Et, bête et après. oui, et surtout pour au début charger les informations du local, ce qui permet Ouais. ensuite comme ça d'avoir bien le bon descriptif avec éventuellement les informations qui ont déjà été remplies. Ok, bon, très bien, parfait, parfait. Test passé avec succès euh, sur, sur le mode local. Je fais mon état des lieux avec le locataire. Ok, je signe. C'est quoi que vous utilisez comme techno et surtout en termes de certification pour les signatures électroniques, par exemple? Alors, on va avoir deux signatures électroniques fondamentalement. On va avoir la signature électronique du contrat de bail et à ce moment-là, on utilise un logiciel qui s'appelle PandaDoc avec l'ensemble de la certification qui passe aujourd'hui principalement par le SMS. Et donc avec cette logique de double authentification avec l'horodatage et la validité de ce document. Pour la signature sur tablette, comme au départ, on prend en photo la pièce d'identité de la personne, on a donc validé son identité en physique, on peut signer sans avoir besoin d'utiliser un autre outil. Donc, la signature qui est prise sur l'outil, donc la tablette en l'occurrence, vaut validité, il n'y a pas besoin d'outils complémentaires. À condition effectivement d'avoir bien pris en photo la pièce d'identité du signataire, donc du locataire en l'occurrence, qui fait l'état des lieux, chose que je n'ai absolument jamais fait de ma vie, par exemple, ce qui est quand même. Et euh, et si jamais, pour X ou Y raison, ça n'a pas été fait, on peut tout à fait repartir, réutiliser le module utilisé pour le contrat pour envoyer l'état des lieux pour signature avec le même ok, process de double ok, validation si on le très bien. souhaite. Donc on a toujours la possibilité avec Hublot de recontourner, ou même on a eu des cas, pour X ou Y raison, où la personne a refait ça sur papier, ou le contrat, où il a voulu, ça peut arriver, on a voulu, je sais pas, que la personne imprime le contrat, parce qu'on évidemment, il y a la possibilité de l'envoyer, mais on peut l'imprimer, et l'a fait signer parce que, pour X ou Y raison dans le process, on peut réimporter le document. Alors évidemment, le réimport, c'est de l'import document, ça va pas récupérer les informations façon reconnaissance d'image, mais pour info, c'est tout à fait possible, notamment pour les contrats, c'est-à-dire de dire je vais importer un contrat papier que j'ai signé et j'ai pas besoin forcément d'avoir le contrat signé dans Hublot pour lancer la location. Ok, très clair. J'en profite pour délivrer une petite astuce de vécu que j'ai appris à mes dépens, que j'ai apprise à mes dépens. Effectivement, quand vous rentrez un locataire, assurez-vous toujours d'avoir une pièce d'identité, parce que souvent,
au final, bon, on peut le faire sur du déclaratif, mais et puis voilà, il nous envoie pas forcément sa pièce, etc. Mais ayez toujours en stock la pièce d'identité d'un locataire. Pourquoi? Parce que par exemple, en cas d'impayé, si vous devez aller faire une saisie bancaire par l'huissier et que le mec a un nom type Jean Dupont, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas tout seul en France, ça s'appelle Jean Dupont. Si vous n'avez pas sa pièce d'identité avec sa date de naissance et son lieu de naissance exact, qui vous a pipoté pour le bail potentiellement, ça c'est possible, finalement ça va être très difficile d'aller savoir si ce compte bancaire appartient vraiment à cette personne et la banque demandera ces informations-là en tout cas pour faire une saisie, même si c'est l'huissier qui le demande. Voilà. Donc attention quand même à bien au moins avoir une photocopie d'une pièce d'identité et au-delà d'une photocopie d'une pièce d'identité, ayez vu la pièce d'identité et faites vous-même la photo ou la photocopie. Voilà. Et c'est un point important parce que, alors moi, c'est mon retour d'expérience quand je compare l'immobilier à d'autres secteurs, toujours la banque. Il y a une assez faible vérification, je trouve, des pièces et le process n'est pas si solide que ça pour pas mal de raisons. Et donc, j'insiste beaucoup sur la notion de conservation des pièces et de réfléchir. Et ça, c'est un point que j'essaye aussi de proposer aux clients qu'on accompagne. Un outil, ça peut rester anecdotique s'il n'est pas réfléchi dans un process. Et donc j'invite beaucoup, et c'est comme ça qu'on travaille avec nos clients, c'est que quand on implémente Hublot, on réfléchit avec le client sur le process qu'il veut mettre en place. Parce que la manière dont il veut faire l'expérience utilisateur de candidature peut être intéressante et peut amener des points de contrôle. Donc par exemple, pour information, chez certains clients, on a fait le lien avec Dossier Facile, qui est quelque chose qui est proposé donc par, on va dire, Impôts.gouv, enfin en tout cas par le France Connect, on va dire, qui peut être intéressant, pas, en fonction de la typologie de bien, de la zone géographique, mais ce que je veux dire, c'est que ça permet aussi d'avoir un des critères de sélection et ne pas sous-estimer que si on a un doute au début parce que la personne n'a pas transmis tel ou tel élément, ça peut être intéressant de l'avoir en tête parce que ce qui est horrible toujours, c'est le contentieux. Honnêtement, quand on a un impayé, c'est chiant, quoi. Non, mais absolument. Et c'est vrai que l'immobilier est plein de paperasse, que ce soit en termes d'acquisition, de vente, de location et autres, ou même de déclaration. On parle même pas d'urbanisme, etc. Mais et souvent on a tendance à dire bon, c'est pas grave, voilà. Et en fait, si, alors c'est non, c'est pas grave. À l'instant T, c'est absolument pas grave. Par contre, ça peut avoir des conséquences à moyen ou long terme un peu plus graves, quoi. Voilà. Et c'est bien de l'anticiper, je crois, en tout cas du mieux qu'on peut, quoi. On a. Ouais, tu veux dire quelque chose, Flavien? Non, je confirmais tes propos. En On hochant la a. tête. Mais Ok. les auditeurs peuvent savoir que je hoche la tête. Non, voilà, c'est ça. On a parlé du coup de l'état des lieux, des baux, enfin en tout cas de la source aussi documentaire. Est-ce que vous avez d'autres documents justement sur cette documentation-là? Est-ce que vous avez des avenants par exemple, des modèles d'avenants, des choses comme ça à proposer? Oui, on va gérer des modèles d'avenants et on va gérer les avenants. On va aussi gérer la prise d'attestation d'assurance. Ça, on l'a pas mentionné, mais l'assurance habitation est essentielle dans le process. Et donc, ça, on va pas seulement, on va dire, gérer cet aspect documentaire, on va gérer aussi des alertes. C'est-à-dire qu'on va avoir des notifications si on l'a pas, et on va avoir une notification. Je rappelle il est nécessaire d'avoir une mise à jour de l'attestation d'assurance, parce que qu'est-ce qui peut arriver? Il peut arriver que la personne ait pris l'attestation d'assurance à une date T, mais déjà l'annule, et en fait, on se retrouve avec un cas où le local n'est pas assuré. On va donc aussi avoir dans tout le process les éléments d'avis d'échéance et de quittance, avec toujours la même logique. Donc avis d'échéance pour que tout le monde, comme ça aussi, je suis comme toi, j'aime bien être sûr qu'on parle le même langage. Avis d'échéance, en fait, on facture. La quittance, on constate le paiement. Donc c'est un peu le reçu, c'est juste que on est dans l'immobilier, donc on aime bien les termes un peu différents. Et donc on va facturer la personne et on va constater son paiement. Donc ça, c'est dans Hublot. On va pas seulement le faire d'un point de vue numérique, on va aussi générer un document. Je rappelle que la quittance doit être mise à disposition d'un locataire s'il demande. Donc c'est pas obligatoire, pour information, d'envoyer toutes les informations au locataire. Par contre, si le locataire le demande, il faut pouvoir lui fournir, donc autant que ce soit dans un espace. Et donc Hublot va générer ce document, et là encore, deux options. Soit on prend le modèle classique, soit on peut l'adapter. L'intérêt, c'est qu'on peut l'adapter en faisant mentionner, enfin, en indiquant d'autres mentions légales, mais surtout, ce qui est intéressant, et j'ai certains cas de clients, c'est que la facturation
peut être personnalisable. C'est-à-dire la manière dont on veut facturer, c'est de se dire pour X, Y raison, je suis dans un cas où c'est pas un avis d'échéance, mais c'est une facture que je veux faire parce que j'ai fait du pseudo Airbnb ou j'ai fait un autre élément. C'est tout à fait adaptable, mais surtout avec la traçabilité comptable, parce qu'il y a un point important dans l'immobilier, c'est qu'on est sur des flux financiers, et donc faut aussi avoir, et ce qu'on essaie d'amener, un outil qui a cette capacité de facturation et de suivi, donc une numérotation des factures, un suivi des paiements, et la conséquence de ça, ça veut dire que dans Hublot, on va très vite dans la gestion de ce qu'on appelle le précontentieux. Qu'est-ce que le précontentieux? C'est en fait qu'est-ce qui se passe quand j'ai constaté qu'il m'a pas payé au bout d'un certain nombre de jours. Et là encore, ce qu'on essaie d'amener, c'est que le précontentieux, il n'y a qu'une seule règle, faut aller vite. Faut aller vite, pourquoi? Pour tout de suite identifier si la personne elle a une vraie problématique et éventuellement réfléchir à comment on l'accompagne ou comment on fait cet échange, ou, et ça on le voit assez vite, on s'aperçoit qu'en fait il n'y aura pas de résolution entre guillemets à l'amiable, et donc là le sujet c'est de constituer le dossier le plus solide possible, et donc ça veut dire avoir cette traçabilité, de pouvoir avoir les informations correspondantes. Donc c'est ce qu'on apporte aussi dans Hublot, c'est cette gestion du précontentieux, et j'insiste beaucoup sur la nécessité d'un outil parce qu'en fait c'est très pénible émotionnellement ces choses-là, parce que souvent on veut un peu se venger, alors que l'approche la plus efficace, c'est en fait de juste s'assurer d'avoir le dossier le plus solide et, entre guillemets, de suivre la procédure judiciaire si nécessaire. Ouais, totalement. D'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode 24. C'était une capsule que j'avais faite où je relatais toute l'expulsion d'un locataire que j'ai eu à faire de A à Z jusqu'à l'intervention des forces de police pour le sortir. Donc, on est vraiment allé de A à Z pour le coup. Effectivement, j'insistais aussi dans cet épisode sur le fait de ne jamais perdre un seul jour et de faire tout. Voilà, une mise en demeure au bout de 8 jours, tac, si 8 jours c'est pas réglé, une autre, bam, et on y va, on laisse pas traîner en disant non, mais c'est bon, il m'a dit qu'il allait me payer. Non, c'est pas grave. Il a dit qu'il allait le faire, mais s'il le fait, tant mieux, ben, ça arrêtera la procédure. Mais s'il le fait pas, au moins, vous n'avez pas perdu de temps. Donc, ouais, parfait, parfait. Et donc, si on a un outil pour suivre tout ça, c'est encore mieux. Est-ce que sur les outils, là, justement, parce que tu parles d'automatisation aussi, de choses pour nous faire gagner du temps en tant que bailleur, est-ce que tu gères les révisions de loyer, du coup, tu te bases sur quel indice? Est-ce que tu peux te connecter à plusieurs bases de données d'indices, par exemple? Oui, donc comment on gère différents types de baux, on va donc devoir gérer plusieurs Mm. types d'IRL, donc d'indices de revalorisation, en sachant qu'on va pouvoir gérer en plus si c'est à la date d'anniversaire ou au 1er janvier par exemple. On va faire le lien avec les indices, donc là on récupère les indices INSEE Mm. sur les éléments, et après qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au moment de la date d'anniversaire ou le 1er janvier, on va automatiquement faire l'ajustement et demander au gestionnaire s'il veut l'appliquer. Donc j'insiste beaucoup parce que maintenant j'ai un petit retour d'expérience. Pas tout le monde ne l'applique. Pour X ou Y raison, pour une relation commerciale ou juste par volonté, on ne l'applique pas forcément. Par contre, dans Hublot, l'intérêt c'est qu'il y a cette automatisation de ces indices. Et aujourd'hui, je crois qu'on gère 8 indices. Je ne les ai pas tous en tête, mais on gère 8 indices et pour l'instant, c'est de la totalité des indices que j'ai vu passer, que ce soit sur des baux commerciaux ou des baux résidentiels. Donc là, Hublot me propose une révision du loyer. Si j'approuve, est-ce que ça envoie une notification au locataire, un email peut-être? Et exactement, ça va envoyer. Alors là encore, sur le process de notification, on voit avec le client ce qu'il veut mettre en place. À minima, il y a une notification dans l'espace. Le locataire, je rappelle, en fait, a une interface, Hublot. Mm. Et on peut envoyer un email pour lui mentionner qu'il aura il aura une mise à jour. Ok, très clair. Je reviens sur les. Tu parlais tout à l'heure de comptabilité, afin d'être réglo sur l'immobilier, parce qu'on manipulait des fonds. Est-ce que vous êtes connecté avec des banques, par exemple, pour que les flux bancaires reviennent et qu'on puisse lettrer à chaque fois, chaque flux ou pas? Oui, donc il va y avoir pour ce que j'appelle la constatation de l'encaissement locataire, il y a deux possibilités de traitement avec Hublot, il y en a même trois. Soit on propose nous-mêmes une brique de paiement. Donc en l'occurrence, on s'appuie sur Trésor, qui appartient à la Société Générale. C'est une start-up qui a été rachetée, je crois, maintenant il y a 2-3 ans, où en fait, on va proposer au propriétaire de mettre à disposition du locataire les cas classiques de paiement, c'est-à-dire la carte bancaire, le virement et le prélèvement. Point intéressant, il propose un outil que moi j'aime bien, qui est l'IBAN virtuel. Mm. C'est quoi l'IBAN virtuel? C'est qu'un des enjeux dans l'immobilier, mais d'ailleurs dans d'autres secteurs, c'est que quand quelqu'un vous fait un virement,
Pour réconcilier, donc pour associer à la bonne facture, c'est basé sur 2 critères, l'objet et le montant. Sauf que tout le monde s'en fout de l'objet et le montant, en fait, il peut varier, surtout dans l'immobilier, avec des régules de charge ou des IRA. Donc, ce qui a été mis en place, c'est de dire, en fait, la personne, quand elle fait un virement, elle le fait sur un compte dédié au travers d'un IBAN dédié qui est virtuel, puisqu'en fait, on va dire, entre guillemets, fictif, sous un terme pas joli. Ce qui permet automatiquement de dire que si la personne paye sur ce compte-là, c'est lié à ce loyer-là, à ce locataire, et ce qui permet tout de suite de l'identifier. Donc, première option d'utiliser la brique de paiement Hublot. Seconde option, on va s'appuyer, nous, sur d'autres logiciels. Donc, il y en a plusieurs, Budget Insight ou autres, qui vont en fait faire la synchronisation bancaire. Et là, on va récupérer les informations et on va faire la réconciliation. La réconciliation au début, elle est plus ou moins manuelle en fonction de est-ce que le compte est utilisé pour d'autres choses ou non, parce qu'on a des cas où en fait des individus n'ont pas un compte dédié et on se retrouve à récupérer tous les flux différents. Et la dernière option, c'est de faire une réconciliation manuelle, ça je la déconseille, mais pour information, dans Hublot, c'est tout à fait possible de dire la personne m'a payé. Pourquoi j'ai ce cas-là? J'ai des clients qui acceptent encore notamment du paiement en cash. Donc en fait, l'information, elle n'est pas dans le compte bancaire, ou la personne, elle a été payée sur un compte où la personne s'est trompée, on peut constater le paiement dans Hublot. Donc on va constater ce flux d'encaissement en automatique avec la brique de paiement, en automatique possiblement avec la synchro bancaire, ou en manuel à la main, donc, et parce que la personne a pu utiliser d'autres paiements ou qu'elle n'a pas envie de synchroniser ses comptes. Ok, bon, ça c'est hyper, je trouve, hyper intéressant pour gagner du temps sur justement le pointage des paiements. Quand tu as commencé à avoir plusieurs biens, te dire bon, il faut que j'aille voir sur mon compte bancaire. Puis comme j'ai plusieurs biens, je suis souvent multi-bancarisé, donc du coup, je vais sur chaque banque, etc. Et au final, si tu as tout sur la même interface, ça peut être intéressant. Et surtout, on revient avec notre sujet précédent pour la gestion des impayés. En fait, la grande difficulté dans les impayés, comme tu l'as mentionné, c'est qu'il faut aller vite. Chaque jour compte, hein. Et en fait, si je passe 10 jours à constater qu'il y a un impayé, en fait, ces 10 jours-là, c'est 10 jours que j'ai perdu pour relancer la personne et faire les modifications, parce que la personne, elle a changé de compte. Enfin, vraiment, et c'est ça où je trouve qu'est le plus intéressant, et c'est ce que j'essaye d'amener, c'est en fait de faire en sorte qu'on arrête de perdre du temps sur des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée et qui peuvent être automatisées, pour en fait allouer ce temps-là sur des choses essentielles, qui est la plupart du temps en fait de la relation humaine, qui est donc interagir, rassurer, ou juste, là en l'occurrence, relancer de manière efficace. Ouais, très, 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 très juste. Est-ce que tu gères aussi dans Hublot, du coup, les inventaires de mobilier pour les locations meublées et si oui, comment ça se matérialise? Oui, donc en fait, dans Hublot, on va gérer, donc j'appelle ça sous l'appellation patrimoine. On va donc pouvoir gérer un ensemble de patrimoine qui est d'ailleurs assez divers, puisqu'on a tout typologie de clients. Donc dans Hublot, je peux renseigner une chambre, je peux renseigner un parking, je peux renseigner un appartement, je peux renseigner un bâtiment, je peux renseigner une résidence ou une maison, enfin voilà, donc pas mal de choses. Mm. Et à chaque fois, dans ces éléments de patrimoine, je vais pouvoir intégrer des documents, donc ce que les personnes d'un certain âge appelleraient la gestion électronique des documents, ou GED, ce qui J'aide. est en fait pour nous, c'est juste de dire j'upload une information. Donc ça peut être les DPE, les règlements de copro, enfin vraiment j'utilise ça comme une gestion pour avoir les documents en ligne, et je vais pouvoir renseigner des informations sur les équipements, les compositions et les inventaires d'équipements. Donc ça veut dire que je vais pouvoir renseigner qu'est-ce que j'ai dans l'appartement en termes de pièces, que je vais retrouver dans l'état des lieux, mais également des éléments d'inventaire en disant j'ai 2 chaises, 3 tables et 2 lits. Donc ça va se retrouver dans l'outil, et ces informations-là vont se retrouver lorsque je vais réaliser l'état des lieux. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand je vais faire une modification lors de l'état des lieux, ça va remodifier dans ma base. Donc j'aurai à disposition en permanence une base patrimoine à jour, également sur les notions d'inventaire. Avec une valorisation aussi des biens, enfin des biens meubles, du coup. Alors non, on n'a pas une logique de valorisation. Ce qu'on a par contre mis en place, on a mis en place une logique de grille de vétusté. C'est-à-dire qu'on peut indiquer en fonction de la typologie un élément de dépréciation. Mais aujourd'hui,
on n'a pas poussé le raisonnement pour rentrer la valeur nominale de chaque élément d'équipe. Ce qui peut être intéressant pour justement dire aux locataires, bah voilà, en tout cas, tu sais que c'est telle gamme de mobilier que tu as aujourd'hui. Donc si effectivement tu casses ça, tu sais que ça te coûtera un minimum ça à peu près, parce qu'on rachètera la même chose, quoi. Bah, ce qui est intéressant, alors on l'a pas mis à disposition des privés, mais on l'a fait pour un bailleur social, comme quoi parfois il y a des éléments en avance. En fait, chez les bailleurs sociaux, il y a une visite conseil qui est organisée avant l'état des lieux de sortie, qui est en fait pour préparer cet état des lieux de sortie. Je le fais Et moi aussi hein, en titre privé. ah bah Hein, voilà, pour, très bien. ouais, Et ouais. ben dans ce cas-là, ce qu'on a mis en place, c'est un devis estimatif où en fait on reparcourt comme si on fait l'état des lieux de sortie en plus simple et on commence à lui expliquer si il fait pas les réparations, voici ce qu'il risque d'être pris sur son dépôt de garantie. Et ça, c'est très utile pour déjà éviter les tensions et surtout que la personne ait bien en tête en fait les éléments qu'il y a à modifier. Parce que pour être honnête, moi j'ai même été locataire. Parfois, j'ai pas totalement conscience parce que on sort, donc on est un peu dans l'urgence et donc on ne sait pas exactement ce que je dois réaliser, d'avoir en tête que si je rebouche pas ce trou-là, si je change pas les joints de la salle de bain, ou si en fait la table qu'on m'avait mis à disposition et dont j'ai cassé un pied, je le change pas, ça risque de me coûter 400 ou 500 euros sur les éléments. Donc on intègre cette logique de devis estimatif dans Hublot. Ok, bah ça c'est pas mal, effectivement. Ça peut éviter pas mal de discussions sur un, sur un état des lieux que de venir faire une prévisite. Hein. Donc, tu vois, tu disais effectivement que tu as accompagné un bailleur social là-dessus. Voilà, moi j'ai pour habitude de le faire de plus en plus. D'ailleurs, pour partager un peu mon workflow, c'est vrai que j'envoie toujours, dès que le locataire me donne son préavis, je lui envoie une espèce de petite notice qui lui rappelle quels sont ses devoirs de locataire. Plus que ses droits d'ailleurs, mais vraiment ses devoirs, en disant, ben voilà, attention, vérifiez bien ça, la poussière sur les plaintes, le genre de truc que le locataire ne fait jamais, par exemple. Et donc j'insiste sur ces points-là. Et une semaine avant, c'est pas toujours possible, mais j'essaye justement de venir, ou 15 jours avant, en tout cas entre le préavis, qui est souvent un mois, parce que nous on est en zone tendue, Oui. beaucoup, donc qui est souvent un mois, entre le préavis et son départ, j'essaie toujours de passer au moins à l'appartement, lui faire 2 ou 3 remarques, notamment sur des trucs qui sont un peu chiants, quoi. Les joints, tu vois, des petites retouches de peinture qu'il y aurait à faire, des choses comme ça. Et je lui dis, écoutez, tout ce que vous faites vous, en tout cas, ça sera des choses qu'on fera pas nous, et ça ne pourra être que bénéfique pour vous, et ça se transformera en économie, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'on le fait. Ça permet un peu d'éduquer aussi, faire de la pédagogie, hein, finalement, parce que tu te rends compte que les locataires, nous, on a beaucoup de jeunes, surtout parce qu'on a beaucoup de villes dynamiques, petites surfaces, donc souvent des jeunes. Et finalement, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils savent pas, en fait. Et donc, comme ils savent pas et ils ont pas de recul, parce que des fois, c'est leur premier logement ou leur deuxième, ou que c'est papa-maman qui avait géré les premiers, du coup, ils ont besoin d'accompagnement, finalement. Et nous, on joue un peu ce rôle aussi, quoi. Voilà. C'est un peu le rôle de papa qui n'est pas là, quoi. Voilà. Nous aussi, c'est vrai que comme quoi on a répliqué ton workflow au final, tu pourrais avoir un copyright. En fait, nous, on inclut ce qu'on appelle la checklist de Mm. départ. Et c'est de en fait être assez proactif dans la communication vis-à-vis de son locataire et de lui dire en fait avant ton départ ça se passe comme ça. Et c'est aussi un peu l'essence du logiciel, c'est d'introduire cette transparence sur les étapes. Parce qu'en fait, pour beaucoup de personnes, c'est un tout petit peu obscur comment ça se passe, même une entrée, une sortie. Et on l'intègre aussi d'ailleurs dans une fonctionnalité que j'ai pas mentionnée mais qui est présente dans Hublot, qui est le traitement des réclamations ou de ce qu'on peut appeler le ticketing, si on utilise un terme anglais. C'est-à-dire, j'ai un problème dans l'appart, Mm. comment je remonte ce problème? Et en fait, aujourd'hui, dans la plupart du temps, il n'y a pas la manière de le remonter, sauf d'envoyer un email ou d'appeler. Mais honnêtement, par exemple, moi, j'aime pas appeler, donc je le ferai pas comme ça. Et surtout, je sais pas où ça en est. Et je trouve ça moins intéressant d'amener dans cette dynamique de l'immobilier et dans ce lien avec notamment son locataire, cet aspect transparence et information sur les éléments. Et moi, je crois beaucoup au fait que une personne qui est tenue informée, ça crée un lien assez fort et ça dédramatise beaucoup de choses. Parce qu'en fait, quand, j'en sais rien, il y a un chauffe-eau qui lâche, ça m'est déjà arrivé en tant que locataire et propriétaire, donc je vois bien les deux aspects. En fait, la personne qui est dans le logement, elle est en urgence. Et la personne qui traite, elle peut très bien faire son travail, sauf qu'on communique rarement dessus, en disant attends, j'ai appelé 2 plombiers, j'attends de valider son devis. En fait, juste de communiquer en disant t'inquiète pas, c'est pris en compte. Et la prochaine étape, c'est ça. Ça dédramatise beaucoup et ça évite de perdre du temps ou
la personne, elle appelle pour rien et on lui dit, bah attends, c'est en cours, alors qu'elle voudrait juste avoir une étape. Un tout petit peu comme quand je fais une commande d'un matériel sur Internet. Bah, aujourd'hui, je sais si c'est en cours de livraison, en acheminement, ou si ça a été livré chez ma voisine. Ouais, donc il y a un vrai suivi et c'est que de la communication au final, hein. C'est le fait effectivement d'être au courant de ce qui se passe et c'est toujours aussi agréable pour le locataire que pour le propriétaire. Et tu vois, tu avais devancé une de mes dernières questions effectivement sur le sujet et sur l'outil, c'était ça. Est-ce que vous avez un outil de gestion des tickets? Donc c'est parfait, j'ai eu ma réponse impeccable. Et surtout, il n'est pas un des points, par exemple, qu'on a travaillé, c'est qu'on peut très bien assigner un ticket à un prestataire. Donc derrière le terme prestataire, ça peut être, j'ai envie de dire, un ami, mais en tout cas, c'est de dire que j'ai la possibilité de notifier quelqu'un qui a un incident à résoudre et sur lequel il aura comme ça un accès. Ça, c'est assez important puisqu'en fait, assez souvent, bah, quand même, souvent le propriétaire, il fait pas tout et il peut même s'appuyer sur des personnes, en particulier s'il n'est pas sur zone. Mm. Donc aussi, on essaie on voit qu'il y a une problématique qui n'est pas forcément uniquement sur le nombre de lots, c'est juste que quand je suis à distance, je vais m'appuyer sur des gens, bah, autant que ces gens-là aient aussi un outil sur lequel ça me sert de plateforme. Alors il y a des gens qui sont très bons avec WhatsApp et les téléphones, mais au bout d'un moment, ça fatigue plus qu'autre chose. Oui, oui, puis en termes de suivi, c'est clair que WhatsApp, ça a ses limites aussi, quoi. Euh, sur la partie agence IMO, sur la partie service, donc j'imagine que l'outil c'est à peu près le même. Quelles sont les différenciations qu'on peut avoir sur un professionnel comme moi par exemple qui voudrait utiliser votre logiciel plutôt qu'un logiciel comme Septeo ou autre pour faire la gestion locative? Ouais, alors en fait, les agences, il y a deux caractéristiques différentes par rapport à un individu. Souvent, une agence va avoir une activité de transaction. Et donc, nous, un des enjeux, c'est de faire le lien avec l'outil de transaction parce qu'il y a des informations qui peuvent être intéressantes. Parce que souvent, en tout cas, ça arrive régulièrement, que la gestion locative soit un complément d'une activité de transaction et de dire, bah, je trouve le bien pour quelqu'un en investissement locatif et j'offre la gestion derrière. Donc, on va faire le lien avec des outils. D'ailleurs, il y a des très beaux nouveaux outils qui se lancent parce que là aussi, sur la transaction, c'était pas brillant ce qu'il y avait jusqu'à présent. Et ensuite, surtout, la grande différence, ça va être la notion de propriétaire. C'est-à-dire qu'une agence, elle n'est pas propriétaire, donc elle a une sorte de d'autres personnes en plus de locataires. Et donc ça veut dire que pour les agences, il y a donc une interface propriétaire. Cette interface propriétaire, elle sert à quoi? Elle sert à mettre à disposition du propriétaire ses documents, donc de savoir les contrats, ce qui a été signé, les factures, et d'avoir une information sur ce qui se passe dans son logement. Donc l'idée, c'est exactement comme ce qu'on apporte au locataire, c'est-à-dire cette logique de communication, de mise à disposition et d'information. On va faire la même approche avec le propriétaire pour qu'il ait ça, et au lieu de se dire que je vais envoyer par email, mais en fait, lui, il aimerait bien avoir dans un endroit, de se dire j'ai 5 appartements, je retrouve mes documents et je vois si ça se passe bien ou pas bien dans les différents éléments. C'est vraiment encore dans cette logique de service client et donc ça évite aussi d'avoir des appels intempestifs ou des allers-retours sur des problématiques, puisque s'il y a une problématique, par exemple, de travaux à réaliser, l'idée c'est qu'on va être transparent et transmettre ces informations propriétaires au travers de cette plateforme, au lieu que soit il le découvre un peu a posteriori sur une régule qu'on lui ferait, ou sinon de s'apercevoir qu'il a à le faire et que personne lui a tenu au courant qu'il y a eu 5 remontées du locataire parce qu'il y avait le chauffe-eau qui fuyait. Est-ce que vous gérez aussi comme le logiciel de gestion toute la partie flux financier? Oui, on va gérer la partie flux financier avec tous les éléments de prélèvement et associés. Ce qu'on ne va pas gérer, par contre, on ne va pas gérer les déclarations fiscales à destination du propriétaire. Donc, c'est quoi les déclarations fiscales? C'est en fonction de votre statut, loueur meublé non professionnel, au réel, simplifié, etc. Vous avez des déclarations à faire, notamment auprès de la DGFiP. Vous avez souvent trois options. Soit vous le faites vous-même, soit vous passez par un outil qui vous remplit juste éléments et qui ne va pas le déclarer, soit vous passez par quelque chose qui va le déclarer, un outil ou d'ailleurs une personne. Nous, on ne va pas le traiter dans Hublot. Par contre, on a des partenaires, ou d'ailleurs ça peut s'intégrer dans le logiciel. Donc il y a aujourd'hui pas mal d'acteurs qui se sont positionnés, nouveau Clover, donc qui se comparent tout à fait à ce que vous pouvez avoir sur Je déclare mon meublé ou sur des cabinets un peu plus d'expertise comptable. Mais l'idée, c'est pas Hublot qui va le faire. Par contre, on peut tout à fait intégrer ce service-là, notamment pour une agence immobilière qui veut proposer ce service-là à destination de ses clients.
Ok, super. Est-ce que tu penses que on a fait le tour de l'outil ou il y a des choses que peut-être il y a des questions que j'aurais dû poser que j'ai pas posées? Si tu les as, tu peux les poser à ma place. En fait, alors ça dépend sur certaines typologies, mais il y a un des éléments que je crois beaucoup, moi, dans l'immobilier, c'est aussi l'évolution de la relation entre le propriétaire, bailleur, gestionnaire et le locataire. Et je crois beaucoup à la proposition de services associés. C'est-à-dire que de plus en plus, dans la stratégie de mise en place de location, donc par exemple si on fait du co-living, si on fait des choses, il y a des choses qui sont naturelles de proposer aux locataires. Donc la première chose, c'est par exemple de lui proposer éventuellement des contrats d'assurance ou de garantie. L'exemple, c'est que au travers du Blue, on peut intégrer des services tierces comme Smart Garant, donc un système particulier de garant plutôt pour des typologies freelance. Ça peut être de proposer du service à la personne. Et ça, quel est l'intérêt? Ça a comme possibilité d'amener un revenu d'apporteur d'affaires pour le propriétaire ou le gestionnaire, parce qu'en fait, bah, j'amène un flux d'activité. Et honnêtement, il est pertinent, parce que c'est quelque chose qui est demandeur, et je peux même négocier des choses intéressantes, et ça peut faire partie de la logique même pour sélectionner mes candidats. Donc ça, moi, j'y crois beaucoup. Et de manière complémentaire, je crois beaucoup à ce positionnement sur, bah, en fait, je veux accompagner un peu plus, et je peux même monter en gamme sur certains éléments. Et ce que je vois notamment, alors là, on va plutôt être sur des typologies d'institutionnels ou des gens qui se lancent sur du co-living, par exemple. Donc, le co-living, c'est, on va dire, de la coloc, mais avec des services plus. Donc, on est assez proche de l'hôtellerie, dans certains cas, un peu comme du Airbnb. Bah, à la fin, en fait, quelqu'un qui va, un locataire qui va sur ces thématiques-là, il veut un accompagnement. Donc, le fait de lui proposer un service de ménage, le fait de lui proposer est-ce que tu as besoin d'aide pour monter tes meubles, le fait de lui proposer proactivement éventuellement quelqu'un qui peut l'accompagner pour des petits travaux, ben en fait pour moi ça fait un accompagnement logique, en tout cas de certaines typologies de gestionnaires, et c'est quelque chose qui existe déjà beaucoup dans les pays anglo-saxons. Dans les pays, en particulier aux États-Unis, où il y a beaucoup notamment d'espaces partagés, bah, il y a cette logique où en fait le gestionnaire ou le propriétaire, eh ben, il met à disposition une plateforme qui permet aussi de régler ces problématiques-là. Ok, et ça, du coup, c'est des choses que vous avez déjà en tête, que vous avez déjà connectées ou que vous êtes en passe de On a déjà connecter? connecté, donc pas mal, par exemple, sur les logiques de smart garant. Donc, en fait, dans des logiques de candidature ou de process, c'est déjà en place. Chez les bailleurs sociaux, on a mis en place quelque chose qui est intéressant, qui est du soutien scolaire avec une startup qui s'appelle School Move. Et donc, l'intérêt, c'est que pour School Move, ils ces, sont toulousains. exactement, il est très sympa. Donc, bah, très, très, voilà, parfait. Et ben, et c'est top ce qu'ils proposent. En plus, ils sont très populaires sur des gens qui sont plus jeunes que moi. Et par exemple, bah, c'est avec Vosgelis, qui est un bailleur social des Vosges. Ils ont été très proactifs et donc ils ont souscrit à School Move et ils offrent gratuitement aux locataires qui souhaitent du soutien scolaire pour leurs enfants. On a des cas aussi, on accompagne des logements intergénérationnels. Donc ça peut être du service à la personne ou des liens médicaux. Et pour information, Hublot, on accompagne aussi des associations sur l'hébergement et le logement d'urgence. Donc c'est quoi concrètement? Foyer de jeunes travailleurs, ça peut être des foyers pour migrants. Et là, il y a un lien fort avec l'assistante sociale ou les assistants sociaux. Et donc, bah, service, prise de rendez-vous pour la suite. Donc dans cette logique de service aussi, ça peut être aussi de proposer, bah, je vous dis, des services liés à la personne, mais même des demandes techniques. Je fais une parenthèse là-dessus qui n'a rien à voir avec, enfin si ça a à voir avec ça, mais c'est un sujet que j'aimerais aborder pour une amie qui malheureusement n'a pas trouvé trop d'informations sur le sujet. Est-ce que dans tous les partenaires, parce que tu parles beaucoup de partenaires sociaux du coup, qui sont avec des causes sociales ou sociétales, est-ce que il y en a qui participent à la cause pour loger des femmes battues? Qui par exemple doivent quitter leur logement, etc. Ça m'intéresserait beaucoup en fait de tourner un épisode sur le sujet. Et Estelle, si tu m'écoutes, je pense que tu, tu seras contente si on le fait parce que voilà, c'est à elle que je pense quand on parle de ce sujet. C'est une cause qui lui tient beaucoup à cœur et j'aimerais bien vraiment faire un épisode sur le sujet justement du logement social. Et donc là, on est plus dans l'altruisme ou des choses comme ça qu'effectivement dans du rendement et de la rentabilité, tu vois, mais c'est important aussi. Bah, donc nous, Hublot, on a décidé d'être à prix coûtant pour les associations qu'on appelle du mal logement. Et derrière ce terme mal logement, je vais faire rapidement. Donc il y a
on va dire les migrants, donc des gens ou le DSDF, donc on est proche du SAMU social, donc en clair j'ai besoin d'un appartement ou une chambre très rapidement. Et ensuite je vais avoir des typologies qui peuvent être foyers de jeunes travailleurs, des logiques de famille monoparentale, donc souvent malheureusement ça va être la femme, et plus loin des logiques de femmes battues. Donc on accompagne des associations, on accompagne par exemple Cité Caritas, on va accompagner aussi la Croix-Rouge ou d'autres éléments. Et sur cette thématique de femmes battues, il y a par exemple l'ASSO, donc LAHSO, qui est une association à Lyon, qui a, je crois, à disposition des femmes battues peut-être 500 lots, 500 appartements. Et c'est Et une thématique très... tu sais qui met à disposition ces lots, justement? Ça va être eux. Donc en fait, eux sont gestionnaires. Donc la difficulté aujourd'hui qu'il y a en France, c'est qu'il n'y a pas une plateforme commune qui permet d'identifier. Il va y avoir quasiment dans chacune des villes, parfois départements quand on est dans un endroit où il n'y a pas une énorme ville, des associations sur place. Il y a quelques associations nationales, mais malheureusement souvent ça va être ville par ville sur lequel il y aura une proposition. Donc nous, on connaît par exemple l'association PARM, qui est plutôt en Île-de-France et qui a un lien fort avec le parc immobilier de la SNCF, l'ASSO à Lyon, Allotra à Marseille. Il y a à chaque fois, plutôt par ville, une association, mais il y a très peu d'associations en maillage national. Et il y a très peu de plateformes qui permettraient à une femme qui est en difficulté de se dire je me connecte à ce site-là et je vais voir, malheureusement, ça va être soit recherche Google, soit en connectant l'association. Et est-ce que des propriétaires privés peuvent mettre à disposition leur logement via ces associations, ou c'est quand même plutôt souvent des lots de gros bailleurs? Non, en fait, ils vont avoir un parc immobilier qui est très intéressant. Donc, ils ont souvent entre 10 à 50% de leur parc dont ils sont propriétaires. Donc Mm. ça, et c'est souvent des donations ou liées à des institutionnels. Et le reste, ça va être des prises de baux. Donc, ils vont Ah prendre oui, un élément ok. auprès de propriétaires. L'intérêt pour le propriétaire, c'est qu'il peut avoir des avantages fiscaux associés en fonction de la typologie. Mais ça, c'est quelque chose qui représente la majorité des éléments. Donc, un propriétaire qui souhaite, il peut tout à fait. Les associations le gèrent plutôt très bien. Et c'est une vraie demande. Et pour information, il y a également des startups qui se lancent. Alors, j'ai pas connaissance sur les femmes battues, mais par exemple, vous pouvez regarder un projet qui s'appelle commune.house, dont la fondatrice est Tara, et elle est sur une thématique de famille monoparentale. Et l'idée, c'est de dire, en fait, aujourd'hui, les appartements qui sont mis à disposition, en particulier d'une femme célibataire, ça convient pas, parce qu'elle a besoin de liens sociaux, elle a besoin de certaines typologies de services, donc elle a besoin d'un accompagnement, et ça rejoint un peu mon analyse, et de Mhm. dire, en fait, il faut proposer un logement beaucoup plus cohérent à, entre guillemets, la cible voulue. Et il y a un vrai sujet aujourd'hui de la famille monoparentale et comment je gère en ayant un travail et en ayant des éléments et aussi en voulant avoir peut-être une certaine vie sociale dans des éléments. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il y a une vraie demande et un vrai besoin et j'incite tout le monde à enfin ça, je trouve que pour moi, c'est un enjeu particulier, le mal logement. Donc, si toutes les initiatives sont bonnes à prendre, et nous, côté Hublot, notre engagement à notre échelle, c'est de dire, nous, on le met vraiment à prix coûtant, donc c'est un quart du prix public, pour faire en sorte qu'on gère le patrimoine pas avec un fichier Excel, mais en fait de manière efficace pour que chaque place d'hébergement soit identifiée et le plus rapidement proposée. Et deuxième élément, c'est que je ne comprends pas, alors qu'une personne est en précarité, pourquoi on l'emmerde avec des papiers, et aussi de dire que l'expérience utilisateur que je veux amener à tout le monde, je peux l'amener aussi à des gens en difficulté, parce qu'en fait, quand je suis en difficulté, j'ai pas envie qu'on me demande de signer 42 papiers ou que je retrouve. Je sais très bien utiliser un téléphone, et honnêtement, moi-même, je peux remplir un dossier et on ne me demande pas 4 fois de ressaisir l'élément. Ça se tient vraiment. Et effectivement, c'est là que vous pouvez apporter quelque chose et faire la différence avec Hublot. Merci beaucoup, Flavien, en tout cas, pour tous ces échanges. Merci à toi. Tu es présent sur LinkedIn. Présent sur LinkedIn, on a notre site internet, donc c'est ublo.imo, I2MO. Instagram également, alors on est un peu moins présent, on fait un peu de Twitter, mais en tout cas, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, ou sinon j'ai même mon email qui est encore plus simple, c'est flavien, flaven, @ublo.imo, et avec grand plaisir, si vous avez des questions, d'autres choses, ou si vous voulez juste parler immobilier, j'adore ça, donc avec grand plaisir. Bon, bah, très chouette. Merci en tout cas pour ces riches échanges, Flavien. Je te souhaite tout le succès
que mérite l'application, en tout cas la web app Hublot. En tout cas, je testerai certainement l'outil. On en avait échangé, évidemment, parce que j'aurais aimé le tester avant d'ailleurs, hein, pour mieux en parler aux auditeurs, mais bon, ça n'a pas été possible vu le timing. Mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais tester parce que à titre effectivement de gestionnaire locatif, même si on ne se considère pas tel quel avec notre agence, mais on fait un peu en tout cas, on rend service à des clients à nous, et puis aussi à titre privé, puisque aujourd'hui j'ai un outil de gestion que je t'avais partagé aussi, un outil concurrent mais étranger. Donc j'aimerais bien aussi rapatrier un petit peu le business en France, voilà, non pas par chauvinisme, mais juste par sécurité aussi. Voilà. Donc, Avec grand plaisir. Donc voilà, je te ressolliciterai certainement pour qu'on puisse échanger là-dessus. Merci encore à vous qui êtes là. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Partagez-le autour de vous pour tous ceux qui ont des problématiques de gestion locative, c'est-à-dire absolument tous les propriétaires bailleurs aujourd'hui, je crois. Donc voilà, Hublot est là aussi pour vous faciliter la vie. Merci aussi de parler du podcast, de parler du Hublot, de parler de cet épisode, mais aussi de tout de manière générale de ce qui se passe autour de Money3, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Flavien. Merci, à bientôt. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money3. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.